Bonjour à tous et bienvenue sur l'espace conférence du Mobility Show. On va parler de bornes de recharge aujourd'hui à l'initiative de l'association NAM, Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique, avec Vincent Bourgoin, qui va expliquer dans un instant pourquoi il a souhaité faire cette conférence. Nous avons également parmi les invités Nathalie Lalanne, qui est chef de projet mobilité au SDEC, le syndicat départemental d'énergie de Gironde. Nous avons une start-up avec Thierry Jaillet, ça s'appelle Sparkling, à pas confondre avec Sparkling Water. Ça fait un petit peu anglais, ça fait. Ouais, ça fait un petit peu Silicon Valley, voyez. Et nous avons donc pour EDF, il est responsable innovation, Philippe Boujard, à l'action régionale, donc pour EDF Nouvelle-Aquitaine. Alors, tous les quatre, on va parler de bornes de recharge, parce qu'il y a un petit peu d'actualité. On parlera du seuil des 100 000 bornes de recharge publique, mais on sait que c'est essentiellement à la maison qu'on se recharge. Donc, comment ça se passe, notamment lorsqu'il y a des copropriétés, petit sujet un petit peu délicat. D'abord, quelques mots, Vincent, sur l'esprit. Qu'est-ce qui vous a incité en fait à vouloir monter cette conférence sur les bornes ? Alors, vous avez fait un bon résumé. Déjà, c'est qu'effectivement, il y a 100 000 bornes qui ont été installées au niveau français ouvertes au public sur notre territoire depuis le 5 mai 2023. Il y a un objectif de 400 000 pour 2030. Les Français ont toujours cette réflexion de dire « oui, mais comment je fais pour me recharger ?» C'est pas aussi simple qu'une station thermique. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitué depuis des décennies à avoir cette, entre guillemets, flexibilité, alors qu'en fin de compte, la mobilité électrique est tout autant flexible, notamment, comme vous le soulignez fort justement, on a la capacité de pouvoir se recharger chez soi, à domicile, à un tarif qui est le plus intéressant possible. Et il faut savoir, c'est que notre voiture, alors c'est une moyenne française bien évidemment, mais reste 90% de sa vie immobilisée. Je ne parle pas des embouteillages bordelais, je parle juste elle est à mon travail, comme moi, elle se repose la nuit, etc. Donc il y a plein d'offres qui existent là-dessus et qui nous permettent d'avoir un tarif au 100 km extrêmement compétitif. Sparkling pourra justement témoigner là-dessus, mais c'est vraiment une problématique que les gens ont tendance un peu à surestimer par rapport à la flexibilité qu'on peut avoir en l'utilisant avec le réseau mobile sur la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine, enfin avec plein d'acteurs ultra compétents. Alors merci Vincent pour cet exposé, cette introduction quelque part. Alors on a parlé des 100 000 bornes, il y en a un petit peu moins en Gironde j'imagine, mais il y en a quand même. Le syndicat départemental d'énergie est là pour justement aider les collectivités à coordonner, à implanter les bornes et à les faire vivre. Expliquez-nous comment ça se passe dans le cadre du département. Bonjour, alors le syndicat d'énergie, on apporte un accompagnement sur les collectivités au niveau des territoires pour pouvoir implanter des infrastructures ouvertes au public. En voirie publique, on a créé un réseau sur la Nouvelle-Aquitaine qui est porté par une dizaine de syndicats d'énergie. Et ça permet d'avoir un réseau de plus de 850 bornes accessibles à tout public. Donc pour ça, les utilisateurs peuvent avoir un badge de recharge. Ils peuvent aussi payer par carte bleue, mais cette infrastructure est interopérable, ça veut dire que l'ensemble des opérateurs de mobilité sont aussi utilisables avec des cartes spécifiques. Concrètement, ça veut dire que, voilà, imaginons que je suis client de telle marque de voiture, ils m'ont donné un pass qui est en principe un pass qui marche partout, ça fonctionne également chez vous. Exactement, c'est-à-dire que notre réseau de bornes est connecté à une plateforme nationale qui permet de créer des liens justement entre les services informatiques, les abonnements de ces badges-là et nos infrastructures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle d'un syndicat départemental d'énergie, il y a un schéma directeur qui est fait pour essayer de savoir où c'est le plus pertinent de mettre des bornes. Tout à fait. Alors c'est vrai que Mobile existe depuis 2016, donc on commence déjà à avoir un retour d'expérience sur où mettre une borne pour qu'elle fonctionne bien. Mais la prospective de l'évolution du nombre de voitures électriques demande aussi à planifier l'évolution de ces futures infrastructures. Et donc c'était tous les syndicats, et notamment la Gironde en 2022, nous avons réalisé un schéma directeur pour étudier par rapport aux typologies, notamment par exemple pour l'habitat, pour les communes qui ont de l'habitat vertical, on comprend qu'il va y avoir une difficulté de se recharger à domicile et donc là il faut renforcer l'offre en voirie publique. Alors justement, la voirie publique, on va en parler un petit peu parce qu'il y a effectivement ce côté copropriété qui peut être très embêtant. C'est quelque chose d'ailleurs que vous vivez à titre personnel, Monsieur Boujard, au centre de Bordeaux. C'est vrai qu'on a beau dire que les bornes se développent, il y a quand même un problème de fond, c'est que c'est pas l'État qui peut résoudre les problèmes en matière de syndicat de copropriété.
Oui, exactement. Alors, j'ai la chance de vivre au cœur de Bordeaux, dans une grande résidence collective. Et il n'y a presque pas un jour où je me pose la question comment on va réussir dans le collectif et dans ma résidence, en fait, à avoir un réseau homogène et un réseau qui permette l'accès, parce que le droit à la prise, il existe, il est dans la loi. Mais derrière ce droit à la prise, comment concrètement je vais rentrer dans cette logique me permettant, moi, de recharger mon futur véhicule électrique que je n'ai pas encore et que j'espère avoir très rapidement. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un de chez EDF qui n'a pas de véhicule électrique? Appelez la police vite. Absolument. Et donc la négo commence déjà, et la première chose, et c'est pour ça que c'est important d'éclairer ce chemin-là et d'échanger ensemble, c'est avec le syndic. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est le syndic dans une copropriété. Et c'est lui qui va, évidemment, dans l'Assemblée Générale, va décider avec quel opérateur installer l'ensemble du dispositif. Moi, je préconise, j'espère effectivement des dispositifs homogènes, mais ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est effectivement qu'on ait 15 ou 20 opérateurs dans la même résidence, qui serait évidemment quelque chose de... Au-delà des aspects de sécurité qu'il faudra aussi aborder, je pense, c'est d'avoir quelque chose d'homogène permettant d'avoir un prix abordable et puis que ça fonctionne, parce que c'est ça qu'on souhaite, c'est de rapidement pouvoir se connecter chez soi. Alors du coup, votre syndicat, vous avez déjà essayé, j'imagine, de provoquer une réunion, de convaincre également tous les voisins. Ça ne va pas être si simple que ça. J'ai démarré il y a 2 mois l'échange, et effectivement c'est pas simple parce qu'il y a déjà un opérateur qui est en place, concurrent, je ne vais pas citer. Non. Alors, je suis pour la concurrence et je trouve qu'au contraire c'est celle-ci qui va nous permettre d'avancer et d'avoir des solutions innovantes. Donc il faut qu'il y ait cette concurrence-là, mais un opérateur étant déjà dans la place, il y a un blocage pour dire oui mais alors on va pas en mettre un deuxième, sauf que celui-là il a mis que 3 prises pour le moment. Et la question se pose. Donc voilà, est-ce que on est tout de suite captif d'un seul opérateur ou on donne le choix à d'autres? Et c'est pour ça que j'ouvre aussi. C'est un peu comme pour la fibre quand on a Internet quelque part ou quand on ouvre le local et qu'on voit ce grand bazar derrière, oui, avec du papier par terre, machin, etc., où tous les opérateurs interviennent et qu'il n'y a pas de régulation suffisamment forte pour permettre d'avoir quelque chose de propre. Alors ça fonctionne, hein, mais on sent qu'on peut aller vers du mieux. On est sur de l'énergie du courant fort, c'est-à-dire que c'est la différence du courant faible. C'est pour ça que je parlais de sécurité. C'est-à-dire que ce local-là, si c'est le même local pour du courant fort, il faut que ça soit bien cadré. Il faut que ce soit bien cadré, bien câblé et qu'il n'y ait pas de surchauffe, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tout intérêt ensemble, collectivement et avec l'ensemble des opérateurs de bien se mettre d'accord. Et ce que je trouve intéressant dans les solutions aujourd'hui qui arrivent et qui sont des solutions concrètes, opérationnelles, c'est le rapport aussi avec Enedis, qui est l'opérateur neutre, je peux citer, puisque lui, il travaille pour tous l'ensemble des opérateurs. C'est lui qui raccorde en fait. Hein. Et c'est lui qui raccorde. Et donc il y a cette idée, ce qu'on appelle la fameuse colonne horizontale. Donc verticale, c'est celle qui alimente tous les logements du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Verticale, c'est dans votre sous-sol, c'est là où il y a toutes vos voitures. Et puis donc on a ce réseau neutre, entre guillemets, et ensuite la concurrence joue et chacun vient s'installer. L'intérêt, c'est qu'on a un réseau qui est homogène. Voilà, donc je trouve cette solution intéressante. Il y en a d'autres, mais celle-ci est celle que, en tout cas, j'essaye de vendre. Alors, vous parlez de start-up et puis d'innovation, parce que vous êtes ouvert effectivement à tout ce qui peut être fait de joli et de sympa au sein de l'écosystème Nouvelle-Aquitaine. Alors, on a ici un boîtier connecté. Expliquez-nous un peu, Monsieur Jaillet, comment ça fonctionne. Merci de l'accueil. Alors, ce boîtier connecté, il a été conçu pour une grande partie à Bordeaux, chez un de nos associés qui s'appelle la société Formode. Vous la voyez très peu parce qu'ils produisent beaucoup d'objets connectés et de télécommandes pour le monde de la vidéo ou des diffuseurs de médias. Mais alors, c'est un objet connecté, c'est une prise. Donc, on connaît tous la prise qu'on a dans notre garage. Cette prise, elle a une fonctionnalité un peu différente des autres, c'est qu'elle est renforcée au sens où elle permet justement d'utiliser pendant très longtemps des très forts ampérages. Donc, vous n'avez pas de risque d'incendie, de début d'incendie, avec une avec une prise renforcée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'elle est connectée. Alors, connectée au sens où elle va vous apporter tous les services d'une borne, mais en étant sur un prix d'investissement qui est bien inférieur à celui d'une borne. Comme on l'évoquait tout à l'heure, 90% du temps, une voiture est à l'arrêt. Un Français fait 50 km par jour. 75% des Français font 50 km par jour. La charge lente, c'est donc la charge
là où la voiture reste stationnée longtemps, sur les parkings d'entreprise. Ça là peut où être la vous journée dormez, ou la nuit, tout simplement. La nuit, la journée, les terrains de camping et autres. Vous pouvez très bien utiliser ce type de prise avec un investissement qui est bien inférieur. Et vous allez pouvoir la connecter, c'est-à-dire qu'en gros, vous la démarrez soit avec une carte RFID proposée par les opérateurs de mobilité, soit avec votre téléphone portable. Vous avez l'assurance, quand vous avez des objets connectés comme ça, de ne pas vous faire voler l'électricité si la prise est sur le domaine public, parce qu'elle ne fournira pas d'électricité à ceux qui ne sont pas identifiés. Et vous avez aussi la possibilité de faire facturer vos voisins, vos amis, votre beau-frère qui vient manger chez vous et qui veut utiliser la prise. Vous pouvez aussi facturer par la carte bancaire. Et la belle-mère aussi, on peut la faire payer. Exactement, elle peut payer les sa enfants, consommation d'électricité directement chez vous. Donc, en fin de compte, c'est un modèle qu'on a voulu pour accompagner la massification qui était évoquée juste avant, c'est-à-dire comment on va massifier et comment on va démocratiser. Aujourd'hui, on a des produits qui sont relativement onéreux, on trouve difficilement quelque chose, rien en dessous de 1500 ou 1000 euros, 1500 euros. Ça, vous allez trouver ça autour de 200 euros. Et puis, si vous la faites poser par un installateur, ça va vous coûter quelques centaines d'euros en plus. Mais ça reste un produit facile à installer, facile à organiser, puisque il vous suffit d'avoir soit une page web, un ordinateur, soit un téléphone portable pour générer ce que vous allez appeler demain le blabla charge, c'est-à-dire vous pouvez aussi trouver des revenus par la mise à disposition de prises. Alors oui, parce qu'effectivement, l'une des grandes tendances, c'est la charge, on appelle ça de pair à pair, enfin entre particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une mini-borne de recharge chez moi. Si j'ai envie en fait d'en faire profiter à d'autres, des gens qui sont en transhumance, je suis identifié par une application et je peux donc facturer directement au client. Vous rendez cette prise disponible au créneau qui vous semble le plus judicieux. Moi, d'abord, je privilégie mon usage, après celui de mes proches et puis après ceux de passage. Et vous pouvez très bien organiser. Alors, c'est particulièrement adapté à tous les endroits où on peut partager la prise. Donc la copropriété, les offres Enedis évoquées sont particulièrement adaptées à ça parce que c'est un investissement qui est raisonnable en ayant l'assurance que c'est conforme, sécurisé et que c'est connecté, c'est-à-dire c'est vous qui la gérez. C'est surtout ça. Vous la gérez avec votre téléphone portable. Alors du coup, Vincent, ça reflète un petit peu ce dynamisme de l'écosystème dans la région. Oui, complètement. C'est ça aussi qui est formidable, je veux dire, dans la mobilité électrique. C'est alors start-up, je ne sais pas si c'est le terme, mais plein de jeunes pousses, de jeunes entreprises avec à leur tête soit des dirigeants, soit des équipes qui sont pleines d'envie et puis surtout d'ingéniosité, d'intelligence, etc. et qui permettent d'ouvrir davantage le spectre de la mobilité électrique avec des solutions, alors comme le disait Sparkling, simples et peu chères. Donc il faut reconnaître que ce soit dans tous les domaines, le prix est souvent une barrière à l'entrée. Lorsque des gens commencent un peu à casser cette barrière, ça facilite l'accessibilité, donc dans notre cas à la mobilité électrique, et ensuite ça permet, enfin moi c'est ce que je trouve tout du moins avec la solution Sparkling, l'aspect technique aussi, qui est relativement, excusez-moi, mais qui est relativement simple de l'extérieur lorsqu'on n'est pas ingénieur comme moi. On se dit, bah ouais, à utiliser, c'est vraiment simple. Là aussi, tout le monde maintenant a, alors je vais pas dire un téléphone, mais un smartphone avec des applis, etc., des fonctionnalités. On commence à faire des paiements avec nos téléphones. Les banques également s'ouvrent beaucoup là-dessus pour pouvoir se payer avec des amis, etc., et se passer de certaines applis américaines que je tairai aujourd'hui. Et Sparkling est complètement, je trouve, dans cette mouvance. Alors je dis Sparkling parce que ils sont avec nous sur cette table ronde, mais il y a aussi d'autres jeunes pousses comme ça, sur le territoire aujourd'hui de la Gironde, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est en termes également de, comment dirais-je, pas de formation, mais d'emploi, c'est quelque chose qui est en train de se déployer de plus en plus avec des profils, que ce soit techniques, commerciaux, etc., extrêmement variés, de plus en plus complexes et avec beaucoup d'offres à la clé, il faut bien le reconnaître, dans des grandes entreprises comme EDF et aussi Sparkling, et puis on en parlait avec Madame Lalanne il y a un quart d'heure, 20 minutes, aussi localement chez les syndicats d'énergie de chaque département. Alors justement, Madame Lalanne, j'aimerais savoir ce que vous pensez d'abord de cette innovation, puis plus globalement, comment vous adaptez en fait votre parc de bornes, parce que ces bornes, il faut qu'elles évoluent pour les moyens de paiement, et puis même pour une question de puissance également. Exactement. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une complémentarité dans le type de recharge. Et c'est ça qui est important, c'est que chaque usage et chaque moment a besoin de son type de prise.
Le pouvoir partager l'infrastructure me semble aussi primordial. Et donc nous, en complémentarité sur la voirie publique, on va avoir des bornes de puissance plus importantes qui vont être de l'ordre d'une dizaine de fois la rapidité de ce type de recharge-là, jusqu'à même plus de 20 à 50 fois. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire des recharges sur des durées de 1 heure quand on va en centre-bourg, faire nos courses au restaurant ou autre, de complémentarité avec cette recharge à domicile ou à destination en bureau. Et ça permet donc d'avoir ce complément. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir apporter des services complémentaires pour faciliter la recharge, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un changement de comportement, de passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, et que ça ne s'improvise pas. Donc, on a besoin de pouvoir utiliser les smartphones également pour se recharger en voirie publique, pour payer par carte bleue. Et c'est vrai que le badge permet d'avoir une facilité d'utilisation, mais il est évident que l'applicatif permet vraiment une utilisation beaucoup plus simple. Merci. On va revenir sur les copropriétés parce qu'on a parlé de l'existant et de tous les problèmes que ça génère, mais vous, votre souhait, c'est d'imaginer, enfin en tout cas, ce que pourrait être la copropriété de demain et de quelle façon on pourrait convaincre les promoteurs de faciliter les choses. Oui, j'en rêve déjà de la copropriété demain, et d'ailleurs je fais un appel aux promoteurs qui seraient prêts à se lancer dans cette aventure, et je suis sûr qu'il y en a déjà quelques-uns qui y pensent très sérieusement. Vous avez dans une copropriété aujourd'hui un nombre de parkings qui est énorme, qui est associé à chaque appartement, chacun a son véhicule, etc. La copropriété de demain, c'est de dire, au même titre que l'ascenseur, on paye tous les charges pour l'ascenseur en vertical, eh bien la mobilité horizontale avec les véhicules, c'est pareil, c'est partagé, ça fait partie des charges de copropriété, donc moins de véhicules puisqu'on foisonne, et donc moins de parking à la construction, donc le promoteur s'y retrouve, puisque là il n'a pas à chercher des terrains avec absolument les parkings nécessaires, donc en centre-ville notamment, et puis chaque copropriétaire, chaque locataire, parce que là on n'est pas que le propriétaire, hein. Moi je vais louer un appartement dans une résidence, et bien j'ai le véhicule qui est en autopartage avec tout le monde. Et là, on voit bien que les coûts vont forcément diminuer, les charges vont être partagées, et on est en plus sur du développement durable. On ne va pas tous avoir un véhicule électrique demain. Ça serait aberrant en centre-ville. Donc on va vers aussi une sobriété qui est nécessaire pour tous. Merci. Ce qu'on voit, Vincent Bourgoin, on arrive un petit peu, je crois, au terme de cet échange, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives et en tout cas une volonté de travailler en commun. Oui, complètement. Il y a des échanges qui se font entre les grands groupes et les jeunes poules, ces startups dont je parlais précédemment. Il faut savoir aussi, pour compléter ce que disait Philippe, c'est que derrière, il y a également des décisions de l'État, de l'Europe, avec par exemple pour les promoteurs immobiliers, depuis permis de construire, déposé depuis le 11 mars 2021, vous devez avoir 100% des places de parking qui devaient être prééquipées, afin justement de faciliter ensuite le déploiement de ces installations, de prise parking ou autres produits. Il y a aussi des accompagnements financiers au travers du programme Advenir qui existe pour installer une borne dans sa maison, mais aussi dans son parking collectif souterrain ou aérien. Et puis vous avez aussi des crédits d'impôt. Alors on le sait tous, un crédit d'impôt c'est jusqu'à, donc là en l'occurrence c'est jusqu'à 300 €, mais tous ces avantages financiers sont cumulables. Donc ces avantages financiers, toutes les activités des jeunes pousses, des gros groupes industriels qui réfléchissent, qui poussent, qui les accompagnent également pour faire des tests produits des fois, et comme le disait tout à l'heure EDF, c'est inciter aussi les syndics de copropriété ou les promoteurs immobiliers d'en prendre conscience, de pourquoi pas des fois faire des tests et se rendre compte que c'est pas nécessairement aussi compliqué qu'ils ne l'espèrent. Nous au sein de NAM, on forme justement des bailleurs sociaux d'une part, mais aussi des syndics de copropriété pour leur expliquer un peu le principe de la mobilité électrique et souvent désacraliser, je veux dire, toutes les fake news qu'on peut voir circuler sur les réseaux sociaux X ou Y qu'on utilise au quotidien. Ça permet de les rassurer, se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça à déployer. Donc si tu veux, je ferai une formation à ton syndic de copropriété pour leur montrer que c'est beaucoup plus simple qu'ils ne l'imaginent. Merci, je rappelle qu'ils étaient nos invités ce matin, donc Nathalie Lalanne pour le SDEG, syndicat départemental d'énergie de Gironde, Thierry Jaillet, start-upper entrepreneur avec donc Sparkline et son boîtier connecté, que vous pourrez voir de plus près dans quelques secondes, et donc Philippe Boujard, EDF en charge de l'innovation au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis donc Vincent Bourgoin, venu de Limoges pour l'association NAM, Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique. Merci à tous.